Sunderlight Productions. Mon invité du jour est partout en ce moment. Difficile d'ouvrir un magazine sans reconnaître une de ses photos, et ça m'a intrigué au moment de l'inviter, lui qui fait de la photo par passion. Au fil de cet épisode, nous allons discuter de savoir s'écouter, de jouer avec les règles en prenant les bons exemples, d'intelligence artificielle contre intelligence humaine, de la bonne manière de faire de la street photographie quand on est en famille, mais surtout, on va parler de statistiques, de la chance et de savoir optimiser la sienne. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Omar Aljiwari. Alors c'est rigolo parce que j'ai changé de logiciel pour toutes mes notes d'épisode. Et avant, j'avais l'introduction qui était écrite et à chaque fois que je refais une intro, maintenant que j'ai changé les notes d'épisode, je me rends compte que j'ai oublié de l'insérer et qu'il faut que je la fasse de tête. Et j'ai une petite hésitation à ce moment-là parce que tu sais comment c'est, t'as la pression, tu lances le truc, est-ce que je vais bien dire son nom, est-ce que je vais bien tout dire, est-ce que je vais pas rater un petit truc, et puis en fait tu te rappelles que c'est enregistré et qu'en fait tu t'en fous, tu peux le refaire s'il y a besoin. Bonjour Omar. Bonjour Julien. Bienvenue. Merci. C'est toujours une joie de recevoir quelqu'un à la maison, de recevoir les gens en personne, de se parler. Alors, pour la petite histoire, on se parle depuis un petit moment sur Instagram, on se suit mutuellement depuis un petit moment sur Instagram. Tu es un des auditeurs fidèles du podcast. C'est toujours très rigolo, c'est vraiment le moment assez amusant où je lance une invitation. Et puis, il y a ce petit moment de surprise de « je t'écoute ». Et en fait, moi, je réalise pas, en fait. En réalité, t'as beau me dire que t'écoutes, je sais pas que t'as écouté tous les épisodes, mais, ou que t'en as écouté un certain nombre, en tout cas. Mais c'est toujours surprenant, ce moment où j'ai pas besoin d'expliquer réellement qui je suis, ce que je fais. C'est assez amusant. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation, déjà. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis, c'est vrai que oui, quand tu m'as contacté sur Instagram, au début, je pensais que c'était une blague. Mais en fait, non, c'était pas une blague. Non, c'est pas une blague. Parce que voilà, je suis un fidèle auditeur de ton podcast. Et je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Et du coup, c'est un honneur et un privilège pour moi d'être ici. Écoute, je suis content que tu le vives comme ça. Moi, je suis ravi que tu aies accepté l'invitation, simplement parce que je regarde tes photos depuis longtemps et que je les trouve très belles. Et il y a eu cette espèce de petits moments, tu sais, où l'univers n'arrête pas de t'envoyer des petits pocs, où à chaque fois que j'ouvre un magazine, tu es dedans. Il y a une de tes photos qui est publiée. Alors, c'est très bizarre parce qu'en fait, on ne voit pas qui tu es sur Instagram. Tu n'es même pas réellement sous ton vrai nom. Tu es Omaropoulos sur Instagram. Donc, on ne sait pas réellement. Moi, je ne savais pas en fait à quoi tu ressemblais, qui allait débarquer chez moi avant que tu arrives. C'est très, très bizarre comme sensation. Mais on se suit et donc, je regardais ton travail. Je me dis, c'est quand même joli ce qu'il fait. Et un jour, il faudra qu'on discute. Et comme je suis dans ma phase street photographie en ce moment, c'est bien tombé. Tu connais la suite ? Steve Jobs. Steve Jobs, ouais. Elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur, il passe la main, il rentre à côté de toi. Tu as 3 étages pour lui dire qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Je lui dis bonjour et je lui dis que j'ai tous ses produits depuis qu'ils sont sortis, parce que je suis un gros fan. Et je lui dis que je suis photographe passionné par la street et le portrait. D'accord. Simple, efficace. Il faut être efficace avec lui. Ouais. D'accord. Oui, il fallait être efficace apparemment avec lui. La question que je me suis posée, tu y as répondu hors antenne, mais je vais te la poser officiellement, c'est que tu n'es pas pro. Il y a une qualité à tes images qui fait qu'on se pose la question. Comme on n'a pas forcément beaucoup d'informations sur toi, sur Internet, quand on cherche autre chose que tes photos, d'ailleurs c'est une vraie qualité, parce qu'en fait tes photos existent toutes seules. On peut pas les lier à une personne, on peut pas les lier à un visage. Et je me rends compte de la force de ça en fait. En fait, je dirais presque que c'est fait exprès, parce que je suis quelqu'un... J'aime pas trop me mettre en avant, même si ça peut donner l'effet, on va dire, contraire quand on republie une photo à soi sur Instagram. Mais je me mets toujours en retrait par rapport à mes photos, parce que j'aime pas. J'estime que c'est pas moi à qui s'intéresser, mais c'est plus aux photos, quoi. Ouais.
Oui, il faut exister par ces images. En fait. C'est quand même beaucoup plus gratifiant. C'est ton travail qui est reconnu plutôt que la personne. Et puis, j'aime pas me voir en photo en plus. Donc voilà, ça m'arrange. On va faire un portrait tout à l'heure. on va essayer de faire en sorte que celui-là, tu l'aimes bien. T'as un petit défaut. Un gros défaut. Un petit défaut. Ouais. Un seul. Non, c'est un vrai défaut, c'est que t'es fan de l'OM. Ah oui. Pour moi, c'est une qualité. Pour toi, c'est une qualité. Ouais. C'est moi qui ai le défaut d'être fan du PSG. Pour la petite histoire, on enregistre. C'est toi qui me l'as fait remarquer. J'avais même pas percuté quand je t'ai proposé les dates. Je t'ai envoyé un message. Je t'ai dit mercredi ou jeudi matin. Et tu m'as dit on n'a qu'à faire mercredi parce que jeudi matin, c'est le lendemain de PSG Bayern, de Bayern PSG plus exactement. Et c'est vrai que dans les deux cas, ce sera gueule de bois pour moi. Parce que soit on gagne et je suis content, soit on perd et je vais être triste. Mais il valait mieux qu'on enregistre ce matin, effectivement. Je pense que il vaut mieux pour tout le monde. C'est plus judicieux. Ça aurait été plus drôle juste après PSG-OM. Il y en aurait un qui aurait pu charrier l'autre. Ouais. Selon le match, c'était pas le même qui pouvait charrier. Joker. Non, mais j'aime bien. Moi, après, je ne déteste personne. Je suis fan du PSG et par principe un peu chauvin contre l'OM. Mais en vrai, si l'OM gagne une Coupe d'Europe, je serais content parce que c'est un club français quand même, quoi. Donc voilà. Bah, c'est cool. Ça peut arriver. J'espère que tu seras content quand on gagnera une Ligue des Champions Paris. Non. Je sais pas. Hein. Ils vont acheter Manchester. Je sais pas. On verra. On n'en est pas là. On va attaquer la partie interview proprement dite de l'épisode. La première question, les 3 premières questions, c'est toujours les mêmes pour tout le monde. La première, c'est quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Alors, bonne question. Aujourd'hui, je dirais peut-être Miss de Denis Dailleux. Parce que c'est l'un des derniers que j'ai acheté et que j'ai vu son expo à la Camera Obscura et j'ai trouvé les tirages absolument magnifiques. D'accord. Donc, je l'ai pas vu, tu peux nous en dire un petit peu plus, je sais pas. Oui, c'est un livre qui retrace un peu ce qu'il a fait en Égypte. Donc c'est à mi-chemin entre la street, le documentaire, le portrait. Donc c'est vraiment un mélange un peu, on va dire, à la McCurry. Si je devais prendre un raccourci. Voilà, moi j'ai été vraiment bluffé par l'humanité et les couleurs, l'ambiance, les cadrages. Voilà, je suis tombé amoureux de ce livre quand je l'ai acheté. D'accord, c'est encore en cours ou pas ? Parce que du coup, ça m'intrigue. L'expo, elle est terminée ? Alors, l'expo, elle s'est terminée de mémoire il y a début mars, donc il y a une semaine. Donc il y a vraiment pas longtemps. Ouais. Ok, bon, on peut se rabattre sur le livre. Ouais. Du coup, on va aller voir ça. Puis c'est bien, ça a l'air assez complet, pour le coup. Il touche un peu à tout. C'est un peu ce que j'aime. C'est-à-dire un peu de street, un peu des trucs graphiques, beaucoup d'humains, des ambiances différentes. Alors lui, il faut savoir qu'il shoot de mémoire à l'Argentique, au Mamiya 6.6, je crois. Donc voilà, ça a un rendu aussi particulier quand les lumières elles sont un peu la nuit, tout ça, c'est très beau. D'accord, et tous ces éléments, ça fait une belle histoire. Ouais. Ok, c'est parce que oui, effectivement, on raconte pas une histoire qu'avec des portraits ou qu'avec de la street ou qu'avec des paysages, c'est un mélange de tout. Il y a des respirations, il y a des détails, il y a des choses, et en fait, il faut prendre plusieurs distances pour raconter une histoire. C'est important. Si je te demande, c'est quoi être créatif ? Être créatif, c'est pour moi, c'est s'écouter. C'est quand on a envie de faire quelque chose, c'est le faire et pas penser que c'est bien, c'est pas bien. Je dirais que c'est ça. Savoir s'écouter, c'est assez dur de savoir s'écouter parce que souvent on est freiné parce qu'on dit que ce qu'on va faire, ça va pas être terrible ou que ça a déjà été fait 1000 fois. Mais des fois, il faut s'écouter et puis pas se juger. Voilà, exactement. C'est la petite voix à l'intérieur de la tête qui te dit mais pourquoi tu veux faire ça alors que ça a déjà été fait 1000 fois. Exactement. Elle est très très difficile cette petite voix à faire taire. Très 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 compliqué, ouais. Ouais, ça je suis bien d'accord. Qu'est-ce qui te fait déclencher ? Alors ça dépend. Je dirais que pour la street, c'est souvent la lumière, très souvent la lumière, les contrastes, les couleurs. Je suis plutôt, comme tu l'as dit tout à l'heure, hors podcast, je suis plutôt dans la team pêcheur. C'est-à-dire que je repère une scène, le cadre, j'essaie de le composer, et puis j'attends qu'il se passe quelque chose.
Moi, je suis plutôt comme ça. Et sinon, en portrait, un visage, quelqu'un que j'aime bien, ou ça dépend en fait. Quand je vois un visage intéressant, généralement, j'essaie de m'imaginer comment je pourrais le photographier. Mais encore une fois, ça va tourner autour de la lumière, comment je pourrais le mettre en lumière, etc. D'accord, c'est une question que j'ai pas notée dans mes notes, mais que je réalise que je devrais te poser à un moment. Comment tu trouves les gens pour tes portraits ? Alors c'est très compliqué, parce que n'étant pas pro, les gens sont pas très... Enfin, alors, sur mon feed Instagram portrait, il y a beaucoup d'hommes. Ouais. Il y a une raison derrière tout ça, c'est juste parce que c'est plus simple de demander à un homme quand t'es un homme, et sans que ça, sans qu'il y ait trop de méfiance, etc. Parce que je suis pas connu, je suis un mec, de tous les jours. Donc je demande à mon entourage. Généralement, ça finit toujours soit par des amis, mais on en fait très vite le tour. Sinon, c'est souvent des collègues de bureau ou des rencontres furtives de gens, quoi. D'accord. C'est des gens que tu trouves par hasard, en fait. C'est pas, tu vas pas activement chercher des gens. Non. Mais quand tu tombes sur quelqu'un avec qui... c'est parce que c'est une vraie question que je me pose. Moi, en ce moment, je l'ai déjà dit la semaine dernière avec Thierry. Moi, j'ai envie de faire plein de portraits. C'est vrai que la vraie question, c'est où est-ce que je trouve des gens dont je vais faire le portrait. Donc moi, j'ai cette chance d'avoir ce raccourci magnifique qu'est le podcast, où en plus je reçois des photographes qui comprennent la démarche, qui comprennent le principe, et j'avoue, c'est extrêmement plus facile. Mais la réalité, c'est que c'est vrai que quand t'as pas une excuse, entre guillemets, c'est très très compliqué d'aller chercher les gens comme ça. C'est extrêmement compliqué. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que quand je suis à l'étranger, j'ai aucun souci pour aller demander à quelqu'un si je peux le prendre en portrait. Mais vraiment aucun. Et j'arrive même à avoir des sujets de conversation avec la personne. Dont la petite fille qui tire la langue. Par exemple, oui. Ouais. Alors j'en ai énormément des portraits chez moi que j'ai pas publiés de gens pendant mes voyages. J'ai pas mal voyagé. Mais je sais pas, en France, j'ai ce blocage quand je vais... Enfin, j'ose pas aller voir les gens parce que je sais pas. Bah, t'es le touriste, en fait, là-bas, donc t'as tous les droits, quoi. C'est peut-être ça. Je sais pas, ouais, c'est vraiment... Et ça me frustre parce que y a plein de choses en France aussi à faire, il y a plein de gens à photographier, mais je pense que l'accueil n'est pas le même, je sais pas. Et alors c'est un peu à la fois en street et en portrait, pardon. Je trouve que c'est quand même plus difficile de prendre des photos à Paris. Ça, ça n'engage que moi, mais j'ai du mal. J'ai du mal parce que je sais pas. Je suis bloqué par quelque chose. T'es plus près de toi, t'es plus près du jugement. T'as l'impression que tu connais plus les gens, peut-être. En fait, j'ai pas envie que les gens me voient et qu'ils me disent qu'est-ce qu'il fait, il est suspect, tout ça. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à m'en détacher. T'as déjà essayé c'est ce que je faisais à une époque, je le fais plus parce que j'ai plus besoin. Je me mettais en mode touriste dans ma tête, où je pensais dans une autre langue, en fait. Alors, c'est presque ça, mais si je veux, on va dire, me remettre en selle à Paris, généralement, ce que je fais, c'est que je vais dans les endroits hyper touristiques, même si c'est pas forcément les plus intéressants, pour être un kidam parmi les kidams, en fait. Ouais. Un touriste avec, en plus, j'ai un petit boîtier sur moi, ça fait vraiment le mec qui passe inaperçu. C'est quoi ton boîtier ? Alors pour la street, j'en ai deux. Là, en ce moment, j'utilise principalement le Q2. Mais sinon, quand je veux vraiment pas me prendre la tête et sortir vraiment presque les mains vides, c'est le X100V de Fuji, parce qu'on peut le mettre dans la poche. Puis il a un look sympa qui attire la sympathie, donc des fois, ça peut aider. Il fait pas peur, cet appareil. Je me rappelle, mes tout débuts, je shootais avec un Canon 5D, j'avais que ça. Et les gens me regardaient avec des gros yeux à chaque fois que je m'approchais avec un appareil. Et le jour où je suis passé sur les Fuji, et encore plus le X100 que j'ai toujours sur moi, donc c'est vraiment un prolongement de ma personne, ce petit appareil. C'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Puis il est tellement petit qu'effectivement, tu peux l'avoir autour du cou en permanence. Il est génial, et, vraiment. Vraiment, ouais, c'est un beau joujou. Après, je suis toujours frustré
parce que en ce moment, je suis dans les reflets, tu sais beaucoup, et les reflets, c'est beaucoup plus facile avec un 50 mm Fuji, donc un équivalent 80, tu vois, 75-80. Et effectivement, avec le 23 équivalent 35, c'est un poil plus compliqué d'arriver à sortir. Mais bon, après, c'est des bons exercices aussi, d'y arriver. Mais c'est vrai que quand tu prends une photo d'un reflet, que tu es collé à la vitre et que les gens te regardent et se demandent ce que tu fous, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Ouais, c'est un peu plus... c'est dur. Des fois, faut débrancher le cerveau. Ouais. Même si c'est facile à dire, mais des fois, il faut vraiment débrancher le cerveau. Et puis au pire, il va se passer quoi? Ils vont venir vous voir. Et puis voilà, c'est pas... Ouais. Au pire, tu te prends un coup et puis c'est réglé, quoi. Ça m'embêterait un peu. Non, ça va. Moi, j'ai pas trop eu encore de confrontation, mais après, je suis quand même assez costaud, donc on m'embête pas trop en général. Les gens qui me font des réflexions les font toujours un peu gentiment, sauf quand je travaille. Ça, souvent, comme t'es payé pour être là, t'es un esclave et on te le fait bien sentir. On va attaquer la première question de cette interview. Alors, on va pas parler directement de tes photos, on va parler du fait d'être publié. Pour commencer, être publié, ça implique qu'il y a une qualité des images, parce que sans la qualité des images, on va nulle part. On va parler un petit peu plus loin de comment tu les construis. Mais c'est vrai, ce que je disais en intro, il y a eu un moment où je me disais je vais t'inviter, et puis j'arrêtais pas de tomber sur toi dès que j'ouvrais un magazine. Donc tout le monde sait que je lis à peu près tout ce qui me tombe sous la main en termes de photos, mais les deux principales que je reçois et que j'achète, c'est Revue Épique et Réponse Photo. Et il se trouve que tu as été publié dans les deux, plusieurs fois dans Réponse Photo, même une fois où je t'ai signalé que tu avais été publié, tu n'avais pas encore reçu le magazine et tu n'étais pas encore au courant que tu avais été publié. Mais effectivement, je vois fréquemment ton travail dans des endroits où c'est bien d'avoir son travail exposé. Et j'aimerais bien qu'on parle, de la manière dont tu arrives à être repris comme ça, du pourquoi, parce que je pense que on parle souvent du plaisir de faire des photos, de les développer, et assez peu de la manière de les partager. Alors pour tout le monde, c'est Instagram, ça a ses bons et ses mauvais côtés, mais je pense que être imprimé dans un médium dédié, ça a des vrais bénéfices en tant que photographe, et j'aimerais bien qu'on en parle. Donc la première question, c'est comment tu fais, et la deuxième, c'est pourquoi est-ce que ça t'apporte. C'est une bonne question. Alors avant d'y répondre directement, je vais faire un petit aparté, pardon. En fait, pour moi, il y a 3 phases quand on prend une photo. Il y a la phase où on la prend, on la regarde, on l'aime bien. OK. Il y a la phase où on la prend, on la regarde, on l'aime bien, on la publie pour la partager. Donc ça, c'est encore plus gratifiant. Et il y a le truc ultime qui est d'être imprimé ou publié dans un magazine ou dans un livre. Donc ça, pour moi, c'est le Graal. Et pour répondre à ta question, je pense qu'il y a, sans fausse modestie, une grosse part de chance, parce que ce moment-là, à cet instant-là, tu as publié tel type de photo, et que telle ou telle revue, peut-être la personne qui a regardé la photo cherchait une photo comme ça, et que voilà, tu es tombé pile poil dans la case. Des fois, ça peut être les hashtags. Même si aujourd'hui, avec Instagram, c'est de plus en plus compliqué il y a de plus en plus de photographes, il y a de plus en plus de très bonnes photos, donc c'est très compliqué de se distinguer. Donc des fois, ça peut aider, mais ça fait pas tout. Et des fois, c'est un peu on va dire, tu crées une communauté en fait avec Instagram. Moi, j'en ai pas une très grande, mais les gens, à force de suivre ton travail, des fois, ils republient, puis ça fait effet boule de neige, et puis tu finis par être repéré. Mais il n'y a pas de recette miracle, en fait. Franchement, si ça ne va pas te plaire comme réponse, mais pour moi, il y a une grosse part de chance. La chance va avec la persévérance aussi, c'est-à-dire que tu le fais systématiquement, tu publies régulièrement. Peut-être c'est l'autre exemple que j'ai, parce que pareil, je la vois partout, que j'ai déjà reçu dans l'épisode, c'est Valentine de Villemeur,
qui est assez fréquemment republié. Donc c'est très amusant parce qu'en fait j'ai un petit groupe de photographes que je suis comme ça parce que j'aime bien ce côté-là. Et de temps en temps je vois passer les photos. J'ai tendance souvent quand je tombe sur une photo à envoyer un petit message en disant tiens je t'ai vu par là, c'est super, c'est génial. Il y a pas longtemps dans Revue Épique, alors c'était encore autre chose, c'est Olivier Lamont-Mattei, mais lui c'est photoreporter et c'est son métier, c'est son travail qui a eu sa série Neige Noire qui a été reprise dans Revue Épique. Je lui ai envoyé un petit mot parce que je trouvais ça dingue. La série, je l'avais vue sur écran, j'avais pas eu la chance de la voir en imprimé. Elle est encore, il me semble qu'il est en train de faire le financement de son livre encore aujourd'hui aux éditions Emeria parce que tu sais c'est des financements participatifs maintenant. Il me semble que le financement est encore en cours et ça il faut aller le soutenir parce que c'est un très très beau livre, mais sa série était magnifique en impression et tu vois, je tombe sur ça, moi j'envoie des messages à tout le monde et du coup maintenant je fais attention. Avant je prêtais pas vraiment attention à qui avait fait la photo, je regardais la photo. Maintenant je reconnais les noms et j'envoie des messages. Je ne sais plus du tout où je voulais en venir avec ça. Ah non, si, je sais, je me rappelle. Et donc je disais oui, Valentine, pareil, est republiée assez régulièrement. Je pense quand tu dis chance, la chance ne te tombe pas dessus quand tu attends dans ton canapé, tu vois. Il y a aussi cette question de persévérance, d'essayer, de continuer, d'insister. Tu disais les hashtags. Si tu publies une photo par mois et qu'une fois sur deux tu oublies les hashtags, ce qui est mon cas, t'as beaucoup moins de chances d'être repéré et publié que si t'en fais une tous les 2 jours et que tu fais religieusement tes petits hashtags, sachant qu'en plus je crois qu'Instagram il faut un peu changer les hashtags d'une publication à l'autre pour pas te faire pénaliser par l'algorithme, parce que si tu mets toujours un copier-coller, tu te fais déclasser quelque part. Mais je pense que quand tu dis chance, j'entends pas chance aveugle. Après, la chance en tant que telle, est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce que c'est pas juste être là au bon endroit au bon moment? C'est pas être, c'est se mettre. Oui, se mettre. C'est un concours de circonstances, j'ai envie de dire, qui fait que ça arrive. Mais c'est sûr que si on fait rien, on publie rien, on fait pas de photos, oui, la chance, elle sert à rien, quoi. Moi, je vois la vie en statistique, en fait. Les défauts des anciens joueurs de poker, où en fait, tu peux pas contrôler les choses. Il y a toujours une part de hasard, quoi que tu fasses. Mais par contre, tu peux optimiser tes chances d'être bien placé au moment où ça se présente. Donc, ça veut dire que tu as effectivement, quand Réponse Photo où Cédric, pour Revue Épique, va faire sa sélection, tu as 30 ou 40 photos depuis la dernière fois qu'il a regardé, qui ont été publiées avec le hashtag, qui sont dans une thématique qui se ressemble, qui reviennent. Il a l'impression de reconnaître et de voir. C'est beaucoup plus facile que si tu le fais une fois, qu'il y a une seule de tes images et qui passe à côté. De la même manière que quand tu fais les concours de photos de mariage, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un prix quand tu envoies 30 photos que quand tu en envoies 2. Tu vois, ça c'est ma grande spécialité. Moi, j'oublie toujours de publier. Quand je reçois le truc, j'ai 3 photos que je viens de terminer qui sont prêtes. Je les envoie tout de suite parce qu'il faut bien les envoyer. Mais les 8 ou 9 que j'ai le droit d'envoyer en plus, j'oublie tout le temps de les envoyer. Donc déjà, de base, je me handicape tout seul, en fait. Et après, en même temps, les concours, ça devrait être ça. Ça devrait être aussi pas 1 milliard de chances de réussir. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu as une manière d'optimiser le système qui existe et qu'il faut comprendre, non? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, pour la première fois de ma vie, j'y ai participé à un concours de lens sculpture. Ouais. C'était sur le portrait. Donc, pour maximiser mes chances, j'ai envoyé. On avait le droit à 5 photos et puis, on pouvait en envoyer plus en payant moyennant supplément. Moi, j'en ai envoyé 10, voilà, parce que je voulais maximiser mes chances. Ouais. Bon, ça n'a pas été une grande réussite, mais de toute façon, si on ne tente pas, ça va jamais arriver, quoi. Mais je pense que les gens qui ont plus de chances de réussir, c'est ceux qui payent justement le petit supplément pour envoyer 40 photos au lieu de 10. Voilà, c'est ça. Après, il faut avoir 40 photos à envoyer à un concours comme ça. On les a, mais faut être capable de les trier aussi. Exactement. Et ça, c'est la vraie difficulté. Mais en tout cas, c'était important de comprendre. Et je pense que c'est un des... C'est pas un mythe, mais je pense que c'est une idée reçue que la plupart des gens ont. C'est cette espèce de côté chance d'être republié, qui en fait est pas vraiment de la chance en tant que telle.
c'est le bon endroit au bon moment, mais il faut savoir s'y mettre aussi, quoi. C'est important. Ouais, c'est ça. Je pense que enfin voilà, c'est quelque chose il faut avoir à l'esprit au moment de tenter sa chance. En l'occurrence, j'ai beaucoup dit chance dans les 3 phrases qui viennent de s'écouler, mais voilà, faut pas faire de complexe en tout cas par rapport à ça, et c'est une bonne occasion de progresser et d'y arriver. C'est un de mes axes de progression dans les mois qui viennent. La question numéro 2, c'est la maîtrise des couleurs. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment, je pense que s'il y a quelque chose de fondamental dans ta photographie, c'est ça se voit autant, ça se retrouve autant dans tes portraits que dans ta street. Je trouve que ça ressort plus dans les portraits, en tout cas plus fort dans les portraits, parce que c'est extrêmement intentionnel, c'est toi qui contrôles tout, c'est toi qui décides de ce que tu mets, dans les portraits, donc des couleurs qui vont intervenir dedans. Mais en plus, dans les portraits, t'as pas peur de partir dans les extrêmes. Alors, quand je dis les extrêmes, ça va être les extrêmes de couleur, ça va être les extrêmes de lumière, ça va être les extrêmes d'ouverture où tu vas aller dans des profondeurs de champ très faibles. Et ça, j'aurais bien aimé que tu nous en parles un petit peu. Alors, déjà, pour les couleurs, c'est gentil. J'apprécie le compliment. J'ai un grand maître pour ça, que tu as déjà reçu en plus, qui s'appelle Julien Pruzès, qui est aussi mon ami. Qui vraiment essaye, je reprends sa phrase, de mathématiser le beau, un peu comme Léonard de Vinci. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, parce que j'ai un cursus scientifique, et des fois j'essaye de donner une explication à quelque chose qui est difficilement explicable, et en cherchant, je suis tombé sur Julien, puis après on est devenus amis. Mais il avait un peu la même démarche, et il y a des codes en fait, des codes, et ces codes, c'est la théorie des couleurs, les contrastes, tout est contraste en fait. L'œil voit parce qu'il y a des contrastes, il y a les couleurs qui vont bien ensemble, d'autres qui vont moins bien ensemble, donc ça, la même photo avec des couleurs différentes va pas du tout donner le même message. Donc j'essaye en tout cas de faire attention à ces aspects-là. C'est pour ça que pour moi, la couleur, c'est un langage à part entière. Oui, puis tu as eu le bon exemple là pour ça, pour le coup. Exactement. Donc ça, c'est pour ce qui était des couleurs. Ensuite, pour les extrêmes, je suis quelqu'un d'assez éclectique. Alors, je sais que ça se dit en musique, mais en photo, je ne sais pas si ça se dit. J'aime plusieurs styles, en fait, dans le portrait. Et je me définis comme quelqu'un qui n'a pas vraiment de style, mais qui aime la belle image, tout simplement. Donc, je ne me pose pas de contraintes il faut toujours faire tel type de lumière, ou tel type d'ouverture, ou tel type de couleur. Si une image, elle est belle, il n'y a pas de question à se poser. C'est pas d'être uniforme en même temps. On reconnaît un peu quand même ton style. C'est-à-dire ta page Instagram dédiée au portrait est assez homogène, et il n'y a pas une impression de quelqu'un qui part dans tous les sens. Alors, j'essaye modestement de maîtriser ce que je fais, mais j'ai pas de style, parce que ça dépend déjà de l'humeur, ça dépend aussi du fait que ton œil évolue avec l'expérience, et plus tu te nourris de bouquins, de films, de séries, ton œil évolue, et peut-être que ce que tu as fait il y a 1 an et que tu as publié il y a 1 an, tu vas moins aimer maintenant. Donc j'essaye de pas... En fait, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de contraintes dans la photo pour faire une belle image. Déjà parce qu'il y en a beaucoup. Et en plus, voilà, quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, c'est difficile de se distinguer. Donc je me mets vraiment pas de contraintes. D'accord, mais en tout cas, tu essayes de faire des choses qui te plaisent, qui te permet. Il y a une photo qui m'a sauté aux yeux. C'est une photo, si tu prends les règles traditionnelles, elle n'est pas du tout exposée comme il faudrait qu'elle soit exposée, mais en même temps, elle marche parce qu'il y a plus de lumière derrière le sujet que devant. Donc son visage est assez dans l'ombre. Mais en même temps, le contraste fait que la photo fonctionne bien, les couleurs se complémentent bien. Ça fonctionne en fait. En fait, pour rien te cacher, Julien, je m'inspire aussi pas mal des photographes américains. Ouais.
Non pas qu'il n'y en a pas en France, mais il y en a des très très bons. Mais je m'inspire de photographes américains qui ont plus un côté éditorial, pub, et qui des fois se permettent des choses qu'on te dit oh non, mon Dieu, ne fais jamais ça en photo, et qui essayent de jouer avec ça. Donc j'essaye de le faire modestement, mais c'est vrai que des fois, quand tu vois qu'un photographe reconnu fait quelque chose, c'est une sorte de permission, en fait. Et que tu peux le faire si quelqu'un l'a fait bien et que finalement ça a fonctionné, c'est une autorisation. Exactement. Je prends exemple, bon, il n'est pas américain, mais un de mes idoles absolues s'appelle Nadav Kander. Ouais. Dans le portrait, je trouve que c'est, pour moi, c'est un des plus grands, si ce n'est le plus grand actuel. Il fait des choses. Je suis sûr que si tu montres cette photo à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience dans la photo, il va dire mais c'est un amateur qui a fait ça, regarde, c'est détouré, il y a de l'ombre, tout ça. Alors que voilà, c'est un des plus grands portraitistes modernes, quoi. Ouais. Donc c'est une question de légitimité aussi, je pense. Je rebondis sur un truc que tu as dit beaucoup plus tôt, mais ça me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Tu parlais de mathématiser le beau avec Julien. Il y a plein de gens qui vont te dire que c'est pas possible. Et en fait, si tu regardes le chat GPT là, dont tout le monde parle en ce moment, donc je sais plus comment s'appelle la version pour les images, mais Midjourney. Midjourney est capable. C'est littéralement un ordinateur qui te fait des trucs pas possibles. Et le chat GPT, justement, avec lequel tu parles, sur on a une équipe Clubhouse qui a bougé sur Discord récemment. Et il y en a un qui a demandé à chat GPT des conseils pour faire des meilleures photos pour les alliances en mariage. Et le chat GPT lui a sorti une explication, mais pointue, précise et franchement... un mec chevronné, t'aurais pas expliqué les choses autrement. C'est assez incroyable. Et du coup, je pense qu'en réalité, on peut mathématiser beaucoup de choses. Et le dernier exemple que je vais donner, parce que ça m'a changé la vie en termes de montage d'épisodes. Avant, je montais un épisode et je prenais des notes en même temps que je montais. Donc, tu peux bien imaginer qu'un épisode d'1h30, tu mettais 4h30 à le monter parce qu'il fallait s'arrêter, reprendre, retourner en arrière et tout. Et là, dernièrement, je suis tombé sur une version, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, et j'en ai eu 3 différents. Chacun était meilleur que l'autre. C'est des logiciels, tu leur balances un fichier audio et ils te le retranscrivent. Mais alors le premier, c'était moyen. Le deuxième, c'était pas mal. Le troisième, c'est bluffant. C'est-à-dire que j'ai balancé tout un épisode, il me l'a retranscrit. La seule chose qui manque, c'est de lui dire telle voix c'est moi et telle voix c'est mon invité, et qu'ils te disent qui parle à quel moment. Donc moi je le sais parce que j'ai l'épisode en tête, mais je suis choqué. Et là j'ai pris un peu de retard là-dessus, mais les prochains épisodes où il y aura des notes d'épisodes, ça va être ça en fait. C'est ce truc-là qui va retranscrire, moi qui vais refaire des extraits. Mais tu vois, quand tu dis on peut tout mathématiser, en fait on peut tout mathématiser, et c'est juste qu'on n'a pas forcément la capacité à le faire nous, mais les ordinateurs derrière sont capables de le faire. Et je prends un exemple, je parlais de jouer au poker tout à l'heure. Le poker, c'était très drôle quand j'avais 20 ans, j'en ai 46, parce qu'on n'avait pas encore mathématisé tout, on n'avait pas encore toutes les solutions possibles faites par un ordinateur. Et le jour où un ordinateur a réussi à te sortir les statistiques de chaque main, c'est-à-dire tu as telle main, tes stats précises selon la manière dont tu joues, c'est ça. En fait, le jour où des mecs ont sorti ça, l'ont appris par cœur et ont commencé à jouer comme ça, c'est devenu ultra chiant. Parce que y a une composante humaine, il y a une composante de hasard, une composante de chance, il y a une composante de lecture de la personne qui est en face de toi. Mais en fait, quand tu es face à un robot qui a appris ses règles et que ça devient emmerdant en fait, parce que ça n'est plus qu'une guerre de statistiques. Et en fait, la réalité, c'est que tout peut être mathématisé, que jusqu'à il y a 10 ans, tu disais à quelqu'un, le poker, c'est un jeu purement mathématique. Il te disait non, c'est de la lecture et tout. Mais en fait, le fait d'avoir accès à ça a tué le jeu. Moi, j'ai plus aucun plaisir à jouer au poker, sauf face à des gens qui savent pas jouer. Mais en même temps, c'est pas particulièrement drôle. Mais c'est vrai que les bonnes parties, elles n'existent plus en fait. Moi, je suis assez... c'est assez paradoxal parce que je suis
je suis dans le domaine, alors je fais pas de l'IA, mais je suis dans le domaine de l'informatique. Donc tout ça, c'est des choses qui me parlent et que je connais très bien. Mais je déteste ça, par exemple, dans le domaine de la photo. Ouais. Enfin, non pas que je trouve pas ça beau, mais je trouve que ça deviendrait chiant. Et je pense que le jour où il y aura tout sera fait par une IA, moi, je pense que ce domaine, en tout cas, ne m'intéressera plus. En tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est le côté... alors, tout à l'heure, je te disais mathématiser le beau, oui. Mais ce qui est paradoxal, c'est que j'adore les choses qui sont organiques. Et ce qui est humain, c'est cette part d'imperfection, cette part de... Ce que tu dis, en fait, c'est de comprendre les règles pour s'en affranchir derrière. Exactement. En fait. C'est parce que ce que l'ordinateur ne sera jamais capable de faire, en fait, c'est-à-dire qu'il va comprendre les règles, il va te les expliquer parfaitement, mais il ne sera jamais capable de sortir du cadre qui a été défini, en fait. Exactement. C'est ça l'intelligence artificielle, parce que quand on dit intelligence artificielle, c'est pas une intelligence humaine artificielle, c'est une intelligence informatique qui va comprendre certaines règles, qui va être infiniment meilleure qu'un être humain sur un certain jeu de règles, par exemple conduire une voiture, en respectant le code de la route à la perfection, en étant hyper aware sur tout ce qui se passe autour d'elle. Et effectivement, là, sur ça, on est battu parce que nous, on est au mieux à 80%, là où la voiture autonome, elle va être à 99% le jour où ça fonctionne. Mais l'intelligence artificielle, c'est un truc hyper ciblé et hyper cadré. C'est ça, en fait. Alors, c'est pas le propos du podcast, mais en gros, faut voir ça comme une immense banque de données avec toutes les combinaisons possibles. Et en gros, il y a des stats dessus. Et en fait, l'ordinateur, il va calculer en fonction de la situation quel serait le meilleur chemin. L'optimal. Voilà, exactement. D'accord. C'est important de le comprendre aussi. Et c'est aussi comment on reprend l'avantage là-dessus. Parce que la photo artificielle, entre guillemets, ça fait 10 ans qu'IKEA, leurs photos de catalogue, c'est plus des photos. C'est des images générées par ordinateur, c'est des images de synthèse où ils insèrent des gens dedans. Tu as l'impression que c'est toujours aussi réaliste. Mais la réalité, c'est que ça fait 10 ans qu'ils font plus une photo réelle dans leur catalogue et personne ne le réalise réellement. Mais ça fait un moment que ça nous pend au nez, ça. Oui, bah en fait, Ikea, comme pas mal d'autres enseignes, font de la CGI. Et là, on va dire que c'est encore un niveau au-dessus, l'IA, parce que... la CGI, tu avais quand même une intervention humaine un peu plus présente. Ouais. Là, c'est vraiment, tu demandes ce que tu as envie et puis il te la génère. Et puis si tu n'aimes pas, tu lui dis de changer, etc. Donc c'est vraiment encore un cran au-dessus, je trouve. Et c'est quelque chose qui me... Mais ça existait déjà, c'est ça que je veux dire. Et la question, si tu ne le comprends pas, tu ne peux pas reprendre la main. Tu ne peux pas comprendre ce qui fait ta différence aussi. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, ça va nous remplacer. Et la réalité, c'est que c'est pas le cas. Je pense pas. Parce que ce que t'as pas encore inventé, l'ordinateur, il va pas le faire à ta place. Donc tu peux, puis même tout ce que tu vas casser comme règle, l'ordinateur ne va pas les casser à ta place. Donc on a un rôle à jouer encore, je pense, là-dedans, mais il faut comprendre le fonctionnement du système. Et j'ai eu de la chance, j'avais fait une conférence très intéressante dans un job, comme quoi on garde tout, avec le type qui a créé Siri. Avant de le revendre à Apple, j'ai oublié son nom, mais j'ai son bouquin quelque part dans la bibliothèque où justement il expliquait ça. Et c'est quand tu prends conscience de ces limites-là que tu te rends compte où est ta carte, en fait. Exactement. Qu'est-ce qui te reste à jouer. Exactement. On a parlé justement de ces côtés extrêmes de tes portraits. Il y a une chose, par contre, et c'est très surprenant parce que, encore une fois, tu l'as dit en intro, moi on en a parlé pas mal avant d'enregistrer, on va en reparler après. Tu es un pêcheur d'images, donc tu es quelqu'un qui va attendre dans un cadre qu'il se passe quelque chose. Mais sur les portraits, tu as une connexion énorme à tes sujets. Et ça se sent et ça se voit. Et d'ailleurs, dès qu'il y a un élément humain assez proche dans tes photos, on va le retrouver à tous les niveaux. Il y a une vraie connexion. C'est très surprenant pour quelqu'un qui va pêcher les images, justement. C'est mon côté paradoxal. Alors, sans rigoler... en street, le souci, c'est que en tout cas en France, j'ose pas trop m'approcher des gens. Et c'est un domaine sur lequel il faut que je travaille. Parce qu'à partir du moment où tu les approches, tu engages une conversation, c'est plus la street, c'est un portrait. Et du coup, en portrait, moi je suis de nature empathique.
Je sais pas si on peut dire ça, mais je suis quelqu'un de très empathique et j'aime bien l'humain. J'aime beaucoup l'humain et on le retrouve un peu dans mes photos, que ce soit en street ou en portrait. Donc j'aime bien, avant de prendre un portrait, de discuter avec la personne et essayer, alors c'est un peu cliché, hein, d'essayer de voir ses traits de personnalité et de jouer un peu avec ça, de créer une connexion, une vraie connexion. C'est quelque chose pour moi qui est important. Au-delà de la photo, c'est la rencontre en fait. Un portrait, c'est pas... Alors, oui, c'est une image, ok, mais derrière, c'est deux personnes qui décident de produire quelque chose. Parce que j'estime que quand on fait un portrait, c'est jamais que le photographe. C'est que si la personne qui se fait prendre en photo ne donne rien, tu pourras mettre même le plus grand des photographes, ce ne sera pas une photo extraordinaire. Et donc c'est vraiment un échange pour moi. Alors il y a deux teams, hein. Il y a des gens qui sont comme par exemple Stéphane Lavoué, dont j'adore le travail. Pour lui, le portrait, c'est un combat de boxe. Ouais. Il rentre sur un ring avec quelqu'un, il essaie d'en tirer quelque chose. Au passage, il a d'ailleurs un super portrait de Vladimir Poutine. Donc je ne sais pas comment il a fait pour rentrer dans cet état d'esprit avec Vladimir Poutine. Comment il a eu le courage d'aller se castagner avec Vladimir Poutine, surtout parce que voilà. C'est pas un simple. Hein. C'est ça. Et puis tu as d'autres gens qui sont plus dans l'empathie, type Julien Mignot par exemple, dont j'adore le travail aussi, qui va plus chercher à parler à la personne, essayer d'en tirer quelque chose. Donc il n'y a pas vraiment de règles, chacun fait un peu comme il le sent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose entre deux personnes, sinon ça ne marche pas. Toi, tu parles avant de prendre les photos, tu parles pendant que tu prends les photos? Alors, idéalement, avant, si on peut avoir un petit quelque chose, c'est bien. Mais la plupart des photographes, par exemple, de magazines en France, type Libé, Télérama, ils ont genre 2-3 minutes avec la personne, grand max. Donc, il n'y a pas ces moments-là. Donc, ils ont vraiment tout en 3 minutes, quoi. Et toi, tu mets combien de temps? Ça dépend. Moi, j'essaye. Ce qui m'intéresse dans ce portrait, dans les portraits que je fais, c'est de pas avoir beaucoup de temps. C'est de me dire, alors déjà, j'ai pas de studio. C'est essayer de construire la lumière pour donner l'impression que c'est un studio, mais c'est pas un studio. Souvent, c'est des tout petits espaces, où on pense pas faire de photos. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il faut pas que ça dure 1 heure, quoi. Ouais. Bah c'est dans les contraintes, en fait. Ouais. Et du coup, les appareils que tu utilises, c'est quoi? C'est le X100V et le Q2 ou t'as autre chose? Parce que c'est pas des optiques optimales. Alors j'en ai fait au Q2, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère pour le portrait. Moi, je suis très 50. Le portrait, pour moi, le 50, c'est la focale, on va dire, le sweet spot. Ce que j'utilise, j'ai beaucoup d'appareils photo. Ouais. J'ai du GFX, donc du moyen format, et j'ai du Sony et du Leica. D'accord. Ouais. Voilà. Des bons petits appareils, quoi. Exactement. C'est pas mal. On parlait des couleurs dans tes portraits. On peut parler des couleurs en street photographie, parce que là, c'est encore autre chose. Autant en portrait, on peut dire que tu vas contrôler, que tu peux mettre un flash, que tu peux mettre des gels, que tu peux trouver une ampoule qui correspond. Enfin, tu peux modifier plein de choses parce que même si tu vas vite, tu as quand même le temps, tu as quand même la réflexion, tu as quand même tout ça. En street, non. En street, si tu veux un mur vert, il faut trouver un mur vert et en général, tu le cherches pas, il te tombe dessus. C'est quoi ta manière de fonctionner comme ça? Qu'est-ce qui attire ton regard? Comment est-ce que tu vas décider des couleurs? Est-ce que c'est vraiment que de l'opportunité ou est-ce que tu te mets en chasse littéralement d'opportunités comme ça? Alors, en fait, je suis rarement en chasse parce que j'ai pas le temps. J'ai un boulot à côté. Donc, quand je fais de la street, c'est vraiment sur mes temps de pause ou le week-end. Donc, j'ai pas trop le temps d'aller chasser, mais je suis plutôt du genre à... je remarque un détail, je dis tiens, ça peut être pas mal s'il y a quelqu'un qui passe avec une telle lumière, machin et tout.
Je suis plus comme ça en fait. Je suis vraiment purement de l'opportunité. Ça te tombe dessus, quoi. Ça me tombe dessus, voilà. Okay. Et en général, ce qui attire mon regard, c'est les lumières, les couleurs, les contrastes. Donc quand il y en a un des trois ou quand il y en a trois, bah direct, je vais me dire ah tiens, ici, ça peut être sympa. Et du coup, tu vas patienter un petit peu qu'il se passe quelque chose. Généralement, c'est ce que je fais. J'essaye déjà de voir comment composer le cadre sans forcément me soucier de l'humain. Ouais. Mais une fois que j'ai mon cadre, bah après, j'attends. Généralement, j'attends pas très longtemps. Mais je suis pas quelqu'un qui attend. Il y a des gens qui sont capables d'attendre des heures. Moi, je peux pas. J'ai pas beaucoup de temps et puis ça m'ennuie très vite, en fait. Donc généralement, j'attends 10 minutes et encore, voilà. C'est marrant quand tu attends un endroit comme tu as conscience de toi-même. Exactement. C'est un truc extrêmement difficile. J'avais à l'époque où je faisais du commercial, on m'avait donné un truc comme ça. Pour perdre cette conscience de soi-même, il fallait te mettre à 20-30 cm max de quelqu'un et se regarder dans les yeux pendant, au départ, 5 minutes. Et après, il fallait arriver à le faire le plus longtemps possible, en fait. Et en fait, tu regardes quelqu'un dans les yeux et tu te dis qu'est-ce qu'il pense, parce que tu parles pas pendant ce moment-là, c'est juste on se regarde et tu es obligé d'extrapoler de ce que cette personne pense. Et en fait, le but du jeu, c'est d'arriver à faire abstraction de ça et de se rendre compte qu'en fait, cette personne, elle se demande pas, elle se dit pas des trucs sur toi, elle se demande ce que toi tu penses sur elle. Et c'est Jacques H. Paget. Donc c'est un auteur qui s'appelle Jacques H. Paget. C'est un prestidigitateur qui faisait partie d'un groupe de magiciens qui faisaient des formations en entreprise sur le commercial, comment convaincre les gens, et ça m'est resté vraiment. C'était certainement une des démonstrations les plus incroyables que j'ai jamais vues. Et ça notamment, ça en faisait partie. Et c'est ce côté perdre la conscience de soi-même dans le sens arrêter de se demander ce que les gens qui nous entourent pensent de nous. Et tu vois, de perdre du temps, de passer du temps à attendre quelque chose, t'es enfermé avec toi-même et t'es très très conscient de des gens qui te regardent. C'est extrêmement dur c'est un exercice très difficile de se dire allez, je m'en fous, je fais abstraction de ce que les gens vont penser. C'est extrêmement dur. Le plus difficile, c'est même pas de faire abstraction de ce que les gens vont penser, c'est d'arriver à comprendre que les gens ne pensent pas. C'est ça. C'est parce que c'est dans ta tête en fait qu'ils pensent. En réalité, la plupart des gens, ils te regardent, ils font au pire, ils font qu'est-ce que c'est que ce mec avec son appareil photo qui est accroupi dans un coin et ils continuent leur chemin. Et ils t'ont oublié dans 10 secondes après. Exactement. Quoi. Ouais. Et ils se rappelleront jamais de toi. Et limite, ils vont être surpris de se retrouver sur une de tes photos parce que voilà quoi. Mais c'est fou quoi. C'est la nature humaine qui est un peu complexe des fois. C'est clair. Mais bon, c'est important. Je pense que ça fait aussi partie. Ça fait partie de ces petites choses qu'il faut comprendre quand on fait de la street, y compris de mettre aussi le souvenir au-dessus de la gêne que tu peux créer au moment de la photo. C'est dur à comprendre. Moi, je prenais pas, par exemple, quand je faisais des photos des enfants, je n'osais pas prendre des photos des nounous parce que je me disais, ils ont peut-être pas envie. Mais en fait, c'est leurs souvenirs à elles et c'est les souvenirs des enfants. Et du coup, maintenant, elles sont dans mes photos. Et je ne me prends plus la tête avec ça. Mais c'est des petites choses que tu as besoin de comprendre dans ton cheminement. Et quand tu fais de la street, c'est pareil. C'est de dire, je documente une époque et ça doit passer au-dessus de ce que les gens peuvent penser, en fait. Mais il y a beaucoup de gens qui ont une méconnaissance de ce qu'un photographe a le droit de faire ou pas faire quand il est dans la rue. Et donc, du coup, on a toujours le sentiment que quand on prend une photo, que quelqu'un va venir nous voir, vous n'avez pas le droit. D'ailleurs, ça m'est arrivé plein de fois. C'est souvent d'ailleurs les gens que tu prends pas en photo qui viennent. Exactement. Des gens, même pas sur la photo, il vient, voilà, qu'est-ce que vous faites, machin. Alors que, c'est mon droit, tant que je publie pas et qu'on voit pas la personne explicitement, il n'y a pas de souci, quoi. Oui, non, il n'y a même pas de raison d'avoir cette discussion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement, puis même, le fait qu'il y ait plus de street photographes aujourd'hui et que ce soit autant diffusé et tout, les gens ont peut-être un petit peu plus peur aussi. On parle d'humain, on va parler surtout dans la street photographie, il y a toujours une humanité dans ton image. Tu vois, tu disais, je me pose et je cherche et je pense pas tout de suite à l'humain. Mais en fait, et je pense que c'est aussi, on va voir qu'il y a toujours une mode de technique de la street photographie, mais je pense que la différence aussi, c'est toujours l'humain. Dans tes photos, on connecte au sujet. Est-ce que c'est parce que toi, tu connectes au sujet ou est-ce que c'est quelque chose dont tu n'es pas forcément conscient ? Ce qui m'intéresse vraiment dans la photo, avant tout, c'est l'humain.
Alors, le but, c'est pas de devenir ami et de. Non, c'est intéressant parce que avec la même lumière, le même cadre, tu changes la personne, c'est pas la même photo. Et en fait, ça a toujours fasciné en fait. Et un portrait, souvent, les cadrages, il y en a pas 10 000, les lumières, il y en a pas 10 000, et pourtant on arrive à faire des photos différentes et intéressantes pour autant. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et pour l'instant, j'ai pas de réponse à pourquoi c'est. Alors je cherche la connexion, mais sans partir dans un truc spirituel, c'est peut-être, je sais pas, l'âme de la personne qui, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu appelles une connexion? Parce que ça peut être beaucoup de choses en fait. Une connexion, ça peut être un regard, ça peut être des fois une tension, une espèce de tension entre deux personnes qui fait qu'il y a un truc, il y a un courant, une énergie, quelque chose qui fait que voilà, il se passe quelque chose. Et des fois, on arrive à le retranscrire quand on a de la chance sur une photo. Mais ouais, voilà, c'est ça. Je crois que ce que tu viens de dire, c'est ce qui fait toute la force du travail de Bruce Gilden, par exemple. Exactement. Qui est humainement, je suis Après, pas j'aime fan pas le personnage. Ouais. J'aime pas non plus la personne, mais en fait, il arrive à avoir quelque chose de ces sujets, justement parce qu'il est violent dans son approche. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de son travail. Alors après, voilà, tu t'en penses ce que t'en penses, mais effectivement, il y a une connexion. Il y a un vrai truc entre lui et la personne qui photographie qui se passe. Et c'est pas forcément quelque chose de positif, mais en tout cas, c'est quelque chose. Sur tes images, il y a également une composante qui revient assez régulièrement. C'est le layering, c'est le fait d'avoir plusieurs niveaux de lecture, une profondeur dans l'image où il se passe plusieurs choses en même temps. Qu'est-ce que ça apporte à tes images, ces multiples niveaux de lecture? Alors moi, je suis un grand fan. Je vais pas être original, je suis désolé, de Alex Webb. Ouais, ça c'est tout le monde. Franchement, c'est dur de passer à côté, quoi. Ouais, c'est incroyable, quoi. Et c'est toujours parce que en soi, une photo street, si on se parle franchement, une photo street, finalement, il y a très peu d'esthétisme. Mais en fait, ce qui fait qu'on s'arrête longtemps, je trouve, sur une photo, c'est qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture dans la photo. Parce qu'une photo avec juste une silhouette, comme j'en ai beaucoup, ouais, c'est sympa, mais voilà, on va pas s'arrêter 2 minutes dessus. Mais une photo avec plein de personnages qui font des choses différentes, des fois même rien à voir, c'est ce qui fait que la photo, tu vas rester plus longtemps dessus, tu vas essayer de la comprendre, d'imaginer comment il a pris la photo. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, et c'est un peu, voilà, plus il y a de monde, plus c'est compliqué, forcément, parce que tout soit en harmonie. Les couleurs, les gens, les expressions, la lumière, c'est multiplié par X. C'est un vrai boulot, quoi. C'est un vrai truc, quoi. Et pour moi, c'est la quintessence de la street. Pour moi, Alex Webb, Alors, il y en a un autre qui est bien aussi, mais qui est vraiment, des fois, on se demande si c'est pas truqué. Il s'appelle Vinit Vora, c'est un photographe indien qui fait des trucs, mais incroyables. Des scènes, alors là, c'est plus dans du presque cocasse, des trucs impossibles, quoi. Et c'est des choses, bon, ça c'est encore plus difficile, mais c'est des choses qui me font m'arrêter sur une photo. D'accord, je vais aller voir, je ne connais pas, mais je vais découvrir, je mettrai le lien dans les notes d'épisode pour que les gens aillent voir. Du coup, comment tu les construis, ces images ? En fait, c'est toujours le même procédé, je me mets dans un cadre, et pour les images avec plusieurs couches, j'essaye évidemment d'avoir un cadre où il y a quand même du monde, et je déclenche quand le moment me semble opportun. Après, évidemment, il y a du déchet, c'est normal. Si j'ai de la chance, j'en ai une qui est bonne, quoi. Alors justement, on parlait des publications de réponses photos. Moi, j'ai ressorti, comme j'en ai encore une petite dizaine qui traînent. En général, je mets du temps à les jeter. Il y a un article sur toi. Enfin, ils prennent une de tes photos, ils te demandent comment tu l'as construit. Et tu dis que tu es plus attiré par l'esthétique, les couleurs et le contraste que par la scène elle-même. On parlait un peu plus tôt, enfin, c'est un thème récurrent de chasseurs et de pêcheurs. Donc toi, tu es pêcheur. Ça veut dire que tu vas
trouver un petit trou de lumière ou de contraste qui va faire ressortir ton sujet, qu'en fait tu vas te placer et attendre que lui s'y place en fait. C'est ça. En fait, comme je disais tout à l'heure, alors je sais qu'il y en a qui vont me jeter des tomates si je dis ça, mais une photo street, en fait, j'essaye d'apporter le côté esthétique dans ma street. Parce que je trouve qu'une photo street banale, il manque un petit peu le côté esthétique, couleur, etc. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail d'Alex Webb et de Harry Gruyert et de tout ce genre de photographes. Parce que pour moi, et c'est encore, ça n'engage que moi, pour moi, l'esthétisme est plus important que la scène en elle-même. Parce que finalement, la street, c'est des scènes de tous les jours. On les a déjà vues qui sont assez banales. Voilà. Donc j'essaye de... Ça ne veut pas dire que j'y arrive, mais j'essaye de les embellir avec la composante contraste, couleur, lumière, etc. C'est marrant que tu dises ça, tu parles de Harry Gruyert. La question suivante, tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, il y a des modes dans la street photographie. Aujourd'hui, le combo gagnant technique, c'est un mélange ombre et lumière et une belle association de couleurs. Et puis tu mets un élément humain qui fonctionne bien dedans et c'est bingo, quoi. À part Gruyert, qui lui est capable de faire sans l'élément humain un truc fou, ce qui est, un jour j'aimerais l'avoir en face de moi pour lui poser la question parce que j'arrive pas à comprendre comment il arrive à faire fonctionner, pas encore en tout cas, peut-être quelqu'un pourra me l'expliquer, mais en tout cas voilà, il y a cette espèce de composante qui fait qu'aujourd'hui tu arrives, encore une fois, à mathématiser le beau quelque part. Il y a plein de gens qui arrivent à ressortir la technique, ce qui n'était pas le cas dans les années 70, 80, 90, où on n'avait pas cet accès à l'information qu'on a aujourd'hui. Mais il y a peut-être une démystification à faire sur ce qui fait une bonne photo de street, en fait. C'est un peu tu vois, genre tu prends les grandes des années 70, c'est du noir et blanc, du 28, du 35 mm. Et puis, c'est que ça, tu vois, et t'as l'impression que si tu fais pas comme ça, t'es hors du cadre. Et tout d'un coup, t'as un soil lighter qui débarque et il fait de la couleur et du téléobjectif. Est-ce que, justement, tu vois, j'ai l'impression que cette question, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire. C'est cette espèce de mélange de ChatGPT qui va te décomposer ce qui fait une bonne image. C'est pas ChatGPT, c'est la version Midjourney, voilà, ouais. Qui va être capable de te décomposer une bonne image et de faire. Et en fait, au final, toi, l'élément que tu vas apporter, c'est quoi ? En fait, ce que t'auras beau essayer de comment dire ça, de réunir les éléments de couleur, de contraste, de lumière, etc. En fait, ce qui est formidable avec l'être humain, c'est qu'il a toujours l'impression de créer quelque chose de nouveau. Même si, au final, la recette, c'est la même. Mais ça en fait quand même une photo différente, parce que déjà, c'est toi qui l'as fait, donc elle est différente. Et ça te plaît, donc tu as une satisfaction de l'avoir faite. Après... c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de choses sur Instagram qui se ressemblent, notamment en street. Il y a beaucoup de choses, voilà. Et moi, j'en fais partie, je m'en cache pas. Il y a plein de trucs qui se ressemblent et qui, voilà, c'est un peu un effet de mode. Je sais pas si c'est... Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, techniquement, on peut totalement déconstruire une manière de fonctionner. Et pourtant, tes photos, c'est tes photos. C'est bizarre parce que moi, je vais te prendre un exemple. D'un touriste, je sais pas, qui va prendre la Tour Eiffel en photo. Je te dis pas de la prendre avec un smartphone, ça à la limite, c'est pas grave, c'est un souvenir. Mais quelqu'un qui va prendre, je sais pas, son boîtier, son trépied, et qui va essayer de prendre la Tour Eiffel en photo, des photos de Tour Eiffel, on en a pléthore, quoi. Et pourquoi il veut quand même la prendre? Parce qu'il veut que ce soit lui qui l'ait pris, que c'est sa photo, que peut-être plus tard il veut l'exposer parce que c'est sa photo, c'est sa création. Et je pense que toutes celles et ceux qui ont un esprit créatif ont cette fibre cette démangeaison de... Ouais, j'ai envie de créer quelque chose. Et en tout cas, moi, je l'ai. Voilà, des fois, j'ai même des pulsions de... J'ai envie de faire une photo. Et bon, c'est plus simple quand il fait beau.
Parce qu'à Paris, quand il fait pas beau, qu'il fait froid, voilà, je suis quelqu'un qui aime pas le froid déjà, donc j'ai plus de mal à sortir. Mais donc dans ce cas-là, je vais me rabattre sur un portrait. Parce que j'ai envie de créer quelque chose. Pourtant, c'est la recette, les ingrédients, c'est exactement les mêmes. Ouais. Mais je sais que je vais créer quelque chose qui sera quand même différent de ce que j'ai fait avant. C'est rigolo que tu aies parlé de la Tour Eiffel parce qu'à un moment, peut-être un jour je la publierai cette série. Je sais pas, il faut que je me remette dedans, je sais plus à quoi elle ressemble, mais quand je suis arrivé dans le quartier, donc on est à côté du pont Mirabeau, il y a 8 ans, quelque chose comme ça. Mon exercice, comme on voit la Tour Eiffel de plein d'axes différents en sortant ici, c'était tous les jours une photo différente de la Tour Eiffel. Et c'est très dur, l'air de rien. C'est extrêmement difficile. Parce que tu es toujours plus ou moins à la même distance. Donc mon truc, c'était que j'avais le droit de me rapprocher autant que je voulais à partir de chez moi. Donc je suis pont Mirabeau, je dois être à 3 ou 4 ponts, à mon avis. Tu marches une demi-heure, tu y arrives tranquillement. Une demi-heure, 40 minutes. Donc tu as quand même une infinité de possibilités. Mais mon jeu, c'était ça. C'était tous les jours, il fallait que je fasse une photo différente de la Tour Eiffel. Je l'ai fait pendant quelques mois. À un moment, j'en ai eu marre parce que voilà, ça va bien. Il y a des moments où tu n'es pas là et tout. Mais autant que possible, tu le fais. Et en fait, c'est très, très compliqué d'arriver à varier. Quand tu fais ça sur 6 mois et que c'est la 80e ou la 100e photo, tu vois, qu'est-ce qui te reste réellement? Alors, tu te retrouves à creuser, tu vas sous les tunnels, tu passes sur la voie Georges Pompidou, tu te rends compte qu'il y a sous les ponts des angles que tu n'as pas encore vus, tu vas sur l'allée des Cygnes, tu te rends compte qu'il y a plein d'endroits d'où tu la vois, dont tu vois un petit bout et tout, mais en fait, il y a plein de possibilités en réalité. En fait, il y a plein de possibilités, mais c'est un truc que je voulais aborder avec toi. C'est ce que moi j'appelle l'usure visuelle, en fait. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais j'ai remarqué que en bas de chez toi, moi en tout cas en bas de chez moi, je sais qu'il se passe des trucs, il y a plein de trucs qui se passent, mais j'ai pas envie de photographier parce que c'est un contexte que je connais et que mon œil il est usé en fait par ce truc-là. C'est d'ailleurs pour ça que quand je vais dans un endroit que je connais pas, je me sens plus créatif. Mais pourtant, intrinsèquement, l'endroit que je vais visiter, peut-être qu'il est moins bien que là où j'habite. Ouais. Mais c'est juste qu'il y a une question d'usure visuelle qui fait que ton œil, il s'est tellement habitué que il va pas juger ça intéressant de le prendre en photo. Et donc, pour rebondir justement sur la Tour Eiffel, je trouve que c'est le monument, en tout cas quand tu es... même c'est la Joconde des monuments, quoi. C'est au monument ce que la Joconde est au tableau, quoi. Exactement. C'est extrêmement difficile à photographier parce que tu l'as revu 10 000 fois, quoi. Et c'est super dur de se motiver à faire un truc avec ça. T'es toujours influencé par ce que t'as vu d'une manière ou d'une autre, parce qu'en fait, t'es prêt, tu veux te mettre en dessous, mais tu l'as déjà vu. T'es loin, tu veux te mettre ce truc, mais tu l'as déjà vu. Tu vas sur la place du Trocadéro. C'est compliqué. C'est un exercice très intéressant. Là, je suis en train de refaire le même avec le pont Mirabeau, qui est pareil. C'est un pont que je traverse tous les jours parce que je vais tous les jours de l'autre côté du pont. Et il est vert, il est beau. Pour moi, c'est le plus beau pont de Paris. Mais il a vraiment un truc. Et en fait, te forcer à re-regarder les détails, tu te rends compte de tout ce que tu vois pas parce que tu es à côté. Donc, si tu regardes bien, en fait, tu as des stickers partout collés sur le pont, tu as des gens qui ont fait des graffitis sur le sol, tu as des détails, tu as des châteaux sur le pont, tu as les statues que tu vois pas quand tu es dessus, que tu vois quand tu es derrière. Et tous ces trucs-là, tu passes devant 1000 fois, tu les vois plus. Et quand tu commences à y faire attention, tu as plein de petits détails comme ça qui ressortent. Et après, le but du jeu, c'est d'arriver à les photographier de manière cohérente pour en faire un ensemble qui raconte une histoire. Et ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Et après, tu creuses, tu te rends compte qu'il y a des êtres humains qui sont en permanence sur ce pont. Tu te rends compte qu'il y a un petit vieux qui est là tous les jours à nourrir les oiseaux sur les marches de l'escalier. Tu te rends compte de tellement de choses. C'est en bas de chez moi. Vraiment. Je suis sûr que si tu amenais quelqu'un qui n'était pas ici, du 16e, que tu le mettais sur ce pont, il trouverait plein de trucs à faire. Encore et plus. Inversement, toi, si on te mettait dans un autre endroit à Paris, c'est pareil. C'est même simplement une gymnastique de dire aujourd'hui, je vais faire gaffe, quoi. Ouais. Aujourd'hui, je vais regarder les détails. Donc, c'est assez amusant comme gymnastique. Et du coup, tu parlais de la Tour Eiffel, c'est pour ça ça me fait penser à ça. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y a une espèce de démystification à faire sur tout ce qui est en rapport avec la photographie, la street photographie, d'arrêter de croire que c'est extrêmement complexe et que
c'est pas faisable. Il y a une composante humaine, il y a une composante de sensibilité qui diffère selon les gens, mais la partie technique, en tout cas, c'est aujourd'hui, elle est la même pour tout le monde, quoi. La partie technique, je dirais même que c'est peut-être le domaine de photo le plus simple, parce que souvent on est entre f8 et f11. S'il fait beau, on est au 500e ou 1 millième, et puis ISO minimum, et puis après, il n'y a rien à faire, il faut juste composer, quoi. Je vais te redire ce qu'on m'avait appris dans une formation, et je trouve que c'est de plus en plus vrai. La partie technique, c'est 10% de la photo. Ouais, c'est exactement ça. Ça en fait la partie la plus facile, effectivement. On termine toujours cette partie interview en parlant d'une photo en particulier. Donc cette photo, je te l'ai montrée tout à l'heure, c'est une des dernières que tu as publiées sur Instagram. C'est des enfants qui sont en train de plonger dans la mer. Où est-ce que ça se passe ? Alors ça, c'était à Zanzibar, à Stone Town, c'est la capitale. Et ici, alors sur la photo, dans la partie gauche, ce qu'on voit, c'est un resto assez connu. Ouais. Et ici, on va dire, presque un rituel. Au coucher de soleil, tu as toujours des enfants qui vont faire des figures pour plonger, quoi, directement dans la parce mer. qu'ils en font des belles. Hein. Ouais. Alors j'ai publié celle-là, mais j'en ai plein d'autres. Mais c'est un rituel qu'ils font, coucher de soleil, ils s'amusent, c'est leur façon de s'amuser, quoi. Et donc cette photo, en fait, j'étais en vacances à Zanzibar, donc avec femme et enfant. Ce qui est extrêmement compliqué si on veut faire de la street. Oh oui. Surtout quand t'es pêcheur. Exactement. Quand t'es chasseur, ça peut aller, mais quand t'es pêcheur, c'est les faire poireauter, c'est compliqué. Ouais. Donc j'ai usé un peu de ma stratégie. Donc je les ai posés dans le resto qui est pas très loin, pour qu'ils boivent un verre, voilà, tout ça. Et donc du coup, je me suis pris un quart d'heure solo, en mode j'ai un quart d'heure pour sortir une image. Et voilà, au final, c'est arrivé relativement rapidement parce que la fréquence des enfants qui plongeaient était assez élevée, donc j'avais pas besoin d'attendre très longtemps. D'accord. Mais du coup, elle détonne un petit peu dans ton portfolio parce que elle est. Il y a une composition, la composition tient la route, elle est un peu moins précise que dans tes habitudes parce que j'imagine que tu as moins de temps, que tu as aussi moins de matière derrière aussi parce que c'est quand même devant la mer, il y a les rochers devant, il y a le resto sur le côté, mais bon, t'as pas de l'arrière-plan, c'est de la mer et du ciel, et tu as un coup de chance aussi, c'est que l'enfant qui fait son plongeon sur la droite tombe pile au bon endroit parce que 1 millimètre plus loin il mord sur le. Je sais pas ce que c'est un bateau derrière ? C'est un bateau, oui. Ouais. Il mord sur le bateau alors que là il est parfaitement séparé du bateau. Mais la question c'est en fait tu as répondu, c'est tu attends pour faire ta photo un certain temps. Mais en fait, il se passe plein de choses. Donc, c'est la chance, en fait. C'est de te mettre au bon endroit. Purement. Qui coopèrent avec toi quelque part parce qu'ils t'ont vu. Enfin, il n'y a pas de cas de figure où ils t'ont pas vu, ces enfants-là. Et ils sont même. En fait, c'est ça qui est bien. C'est que souvent, dans les pays un peu pauvres, les gens sont plutôt contents d'être pris en photo. Ouais. Et en fait, nous, en Europe, c'est le contraire. On n'a pas envie d'être pris en photo. Et là-bas, c'est limite eux qui te demandent que tu les prennes en photo. C'est marrant parce que je crois que la crainte des gens dans les pays pauvres, c'est qu'on leur demande du fric pour faire des photos. Alors qu'en fait, pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Enfin, ça dépend. En tout cas, la plupart des pays que j'ai visités, alors ça arrive des fois que les gens demandent de l'argent, mais généralement, c'est toi qui donnes à la fin, voilà, parce qu'ils ont été sympas, parce que voilà. Mais ça se passe toujours très très bien en fait. Enfin, moi, j'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de soucis. C'est une scène, par exemple, que j'aurais été mentalement incapable de faire si on avait été à Marseille. Tu mets les mêmes composantes, la mer, coucher de soleil, le machin, les enfants qui plongent, parce qu'à coup sûr, alors peut-être que c'est moi qui me freine, mais à coup sûr, je me serais fait emmerder parce que déjà c'est des enfants. Ouais. Et en plus, en France, c'est quand même compliqué de photographier. Faut montrer patte blanche déjà, et puis c'est compliqué. C'est pourquoi j'ai cru que c'était Marseille, parce qu'il a un maillot Adidas. J'ai cru que c'était le maillot de l'OM qu'on voyait pas bien. Bah après, c'est le club le plus populaire en France. Ah bon?
Et dans le monde, c'est assez populaire parce que c'est un club, voilà, il a gagné une Ligue des Champions. Ça sent la provoque. On va arriver à la conclusion de l'épisode. C'est quoi le pire moment de ta carrière ? Alors, le pire moment de ma carrière, c'était il y a 2 ans. J'étais avec un ami, on faisait de la street. C'était sur une île à côté d'Athènes. Et puis, on faisait de la street. Il y avait des gens qui, pareil, des enfants qui plongeaient, qui faisaient des figures. Et 10 minutes après, on s'est fait arrêter. Enfin, il y a eu 10 flics en civil qui ont débarqué. On s'est fait arrêter. Et du coup, on a terminé au commissariat pendant plus d'1 heure, presque à poil, à se faire insulter en grec. Et en fait, on ne savait pas du tout qu'en Grèce, on n'avait pas du tout le droit de prendre des gens mineurs en photo. Mais c'est interdit, interdiction formelle. Et donc, du coup, voilà, on a passé un moment un peu difficile. D'accord, ouais, ça j'imagine bien. Alors, d'où l'importance de se renseigner sur les lois Exactement. avant d'aller faire des photos ou des choses comme ça. D'ailleurs, ça a donné lieu à une photo qui est justement dans mon feed, où pareil, il y a des gens, il y a un vieux qui traverse avec des gens qui sont debout et quelqu'un qui plonge en arrière-plan. D'accord, mais ça, tu avais le droit de le faire. Alors, cette photo, je l'ai prise justement pendant cette scène, mais c'était avant que les flics m'embarquent. Ouais. Voilà. Et donc, ils m'ont demandé d'effacer évidemment la photo, mais je l'ai effacée, mais j'ai récupéré après. On connaît tous la bonne technique pour le faire. Non, mais c'est fou. Ouais, non, mais c'est très important. C'est comme les gens qui s'en vont dans les pays du Maghreb avec un drone sans être conscient de ce que ça implique. Ouais. Moi, on m'a raconté des histoires parce que comme je travaille, j'en ai eu un, j'en ai plus parce que j'en ai marre de toutes ces histoires permanentes où il faut maintenant. C'est tellement compliqué que voilà. J'ai pas du tout envie de passer la certification parce que je trouve ça chiant à mourir. Mais on m'a raconté un jour, j'avais un client qui m'avait demandé d'amener un drone au Maroc justement. Et donc moi comme un con je le fais sans regarder quelles sont les règles. Et en fait au Maroc t'as pas le droit d'avoir un drone, c'est même pas de le faire voler, c'est de l'avoir parce que voilà c'est compliqué. Et donc je me retrouve à discuter avec les mecs de l'accueil de l'hôtel qui me racontent que 15 jours avant que moi j'arrive sur ce job là, il y a un papa avec son gosse qui arrive avec son petit drone qu'il a fait décoller sur la plage. Et les flics l'ont arrêté. Le mec a passé 8 heures à se faire questionner, drone confisqué, amende, accusé d'espionnage, truc de fou quoi. Et tu te dis c'est juste un drone en fait, les mecs, calmez-vous, c'est pas. Mais en fait selon les pays où tu vas, c'est plus ou moins grave. C'est à Monaco, filmer ou prendre des photos de la place, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une place, t'as pas le droit de filmer, de faire des photos. Pareil, j'avais un job là-bas, je suis sorti du restaurant, celui qui est sur cette place, pour faire une photo de la façade, je me suis fait arrêter par les flics. Ouais, je sais pas pourquoi il y a cette peur des photos. Enfin, il va rien se passer quoi. De toute façon, si on veut une information, ça n'est qu'une photo. Non, mais c'est surtout ce qui est incroyable, c'est que toi, avec ton appareil photo, tu te fais dégommer parce que tu es en train de faire une photo et que t'as une personne à côté de toi qui fait la même chose au smartphone et tout le monde s'en fout. Oui. Tu prends même un appareil photo dans un centre commercial à Paris, tu fais mine de faire une photo, tu as la sécurité qui t'arrive dessus. Je sais pas si tu as déjà essayé ça, mais. Alors, ça m'est arrivé au Qatar. Où ils ont construit une espèce de réplique du Colisée. Ouais. Donc du coup, j'ai voulu prendre ça en photo et je me suis fait arrêter. Ils m'ont dit non, au smartphone tu peux, mais pas l'appareil photo. C'est incroyable. Bon, voilà. Comme quoi il faut être au courant. Encore, ils ont été gentils pour les Qataris. Je trouve que c'est pas mal. C'est dit plutôt gentiment. Oui, j'aime pas beaucoup le Qatar. Non, je rigole. Non, on les adore. On les adore. J'aimerais qu'ils restent. Merci pour Paris. Restez à Paris. N'allez pas à Manchester. C'est quoi le meilleur moment de ta carrière ? Alors, c'est difficile. Il n'y a pas vraiment de meilleur moment, mais disons que le fait d'être publié, alors déjà, sans la publication en revue Epic, voilà, ça a été presque une consécration pour moi. Et évidemment, Réponse Photo. Et le fait d'être invité dans ton émission pour un auditeur fidèle, ça fait bizarre, mais en même temps, c'est un honneur et un privilège. Donc, je dirais que pour l'instant, c'est ça. D'accord, c'est d'avoir une reconnaissance de ton travail photo. Exactement. C'est important, mais tu fais un beau travail, faut être honnête. Et tout le monde n'a
pas un travail qui attire l'œil. Donc c'est quand même... c'est très gentil. C'est ce que je disais au début de l'épisode. Être republié, c'est une chose, mais il y a une qualité de boulot qu'il faut avoir avant. Et derrière, tu as toute la com qui va autour et le fait de se mettre sur le chemin de la chance, on l'a dit. Mais si t'as pas le boulot qui va avec, tu peux être... encore qu'il y a des gens qui arrivent avec un travail très moyen à se faire voir, mais ça demande quand même une autre compétence, on va dire. En fait, c'est une synergie de plein de choses. Ouais. La réussite, c'est une synergie de plein de choses pour moi. Ouais. C'est ce qu'on appelle la chance, c'est le travail, c'est plein de facteurs. Il y a tellement de paramètres que c'est ça qui rend, entre guillemets, la vie intéressante. C'est que demain, il peut se passer un truc qu'on n'aurait jamais imaginé, quoi. Mais en tout cas, quand on triche sur la base, qui est la qualité du boulot, ça complique un peu les choses. C'est plus dur. Par la suite. Donc c'est quand même important d'en être conscient. C'est la toute dernière question. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Très bonne question. Alors, plusieurs personnes, c'est possible ? Tu peux, ce que tu veux. Alors, en termes de couleur, de contraste, quelqu'un qui s'appelle Nicolas Fagot, qui est pas très loin de chez toi, je pense. D'accord. Mais qui est très discret, qui veut pas, qui est encore pire, qui est vraiment hyper discret. Après, je peux te recommander des amis. Wilfried Antoine Devaux, qui fait des choses très intéressantes. Il fait du portrait, il fait un peu de street. Olivier Seignette, qui est aussi un ami que j'ai connu lors d'un stage à Arles. Et Dafer Benayet, qui est souvent avec moi pour faire de la street. D'ailleurs, on part au Sénégal dans pas très longtemps ensemble. C'est sympa pour faire de la street. Voilà, pour faire de la street. Pas mal, bon programme. Je note tous ces noms, on va regarder ensemble. Je pense qu'il y a moyen qu'on s'organise une sortie street avec toutes ces personnes-là prochainement. Peut-être pas au Sénégal, mais dans Paris quelque part. Avec grand plaisir. Il me reste à te remercier d'avoir répondu à mes questions, de m'avoir ouvert ton œil comme tu l'as fait. C'était super intéressant, c'était chouette de te rencontrer. C'est moi qui te remercie. Et merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.